Bonjour tout le monde, vous êtes en train de passer la waiting room à notre Zoom organisé par le French District. Je vais vous laisser quelques secondes pour vous installer. On va faire entrer aussi les retardataires et évidemment, voilà, de quelques secondes et au fur et à mesure, nous ferons rentrer les gens s'ils ne sont pas trop en retard. En tout cas, nous avons le plaisir, une fois de plus, et pour je ne sais plus combien de fois nous nous sommes déjà parlé, d'avoir Alexandre Quentin sur ce Zoom du French District, qui évidemment vient nous parler de son expérience euh, dans tout ce monde de l'investissement aux États-Unis. Je rappelle qu'il est associé directeur des investissements chez USA France Financials, qui est un partenaire du French District depuis longtemps. C'est un partenaire de confiance, c'est quelqu'un qui travaille depuis plus de 10 ans dans ce secteur, qui déjà conseille avec son équipe de USA France Financials, environ 850 familles. Il y en a 200 à 250 qui rejoignent, qui lui font confiance de plus chaque année. Donc, c'est quelqu'un de fiable et la fiabilité, c'est quelque chose qui est fondamental à la fois dans cette industrie et pour le Fund Strict, puisqu'on essaye de s'adresser uniquement à des professionnels qui savent de quoi ils parlent. Donc, merci beaucoup, Alexandre, d'être là. On va parler d'assurance vie. Je vais un tout petit peu l'introduire, mais je te laisse juste la parole pour dire bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Et te remercier d'être là une fois de plus Avec plaisir. pour parler d'un sujet très important qui est aujourd'hui, on va parler d'assurance vie aux États-Unis. Et l'assurance vie fait partie d'une stratégie, d'abord, ce que les Américains aiment bien dire, c'est que c'est un, un produit très populaire, euh, popular. Et quand c'est populaire, ça veut dire que c'est successful en général. Voilà, c'est un terme très, très américain de dire ça. Et ça fait partie d'une logique patrimoniale qui est assez essentielle lorsqu'on habite aux États-Unis. Et l'assurance vie, ce n'est pas que une assurance sur la vie. C'est bien plus que ça. Et c'est bien pour cela que Alexandre est avec nous. Je te laisse la parole, Alexandre, et je rappelle à tout le monde que si vous avez des questions, on les posera à la fin. Vous pouvez les poser de deux façons. Vous faites un petit signe de la main si vous voulez la poser en direct. Et pour faire ce signe de la main, vous appuyez sur le bouton réaction. Vous avez un petit icône que vous pouvez lever. Vous pouvez lancer des applaudissements, ce que vous voulez, je le verrai. Ou alors, vous pouvez poser votre question dans le module de chat. Voilà, et je lirai votre question si vous souhaitez prendre la parole. Donc, à toi, Alexandre. Merci beaucoup, Romain. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je vais partager mon écran et puis on va se lancer dans le vif du sujet. Très bien. Donc, avant qu'on parle d'assurance vie, en quelques mots sur USA France Financials et notre équipe. On est une équipe de 15 Français et un Américain. On est basé à Philadelphie, San Francisco, Los Angeles, Miami et New York. Et on permet aux cadres, aux entrepreneurs français qui sont basés ici aux États-Unis de pouvoir gérer leurs problématiques financières. Donc, ça prend en considération, bien évidemment, les aspects de succession, de retraite, de protection familiale, de placement, tous les aspects qui puissent avoir un impact sur notre futur financier. On est capable d'apporter une valeur ajoutée. Et cela, que nous restions pour le reste de notre vie ici aux États-Unis ou qu'on rentre un jour en France ou ailleurs, nous avons cette capacité d'ajouter cet élément de flexibilité ou de portabilité si besoin est. Au sein de notre équipe, nous avons à la fois des diplômés notaires, coordinateurs fiscaux, directeurs de planification avancée et d'investissement, et l'ensemble de notre équipe est là pour le bien de la communauté française ici aux États-Unis. Voici pour l'introduction de notre équipe et lançons-nous dans le vif du sujet de l'assurance vie américaine. On va se poser 5 questions aujourd'hui. Donc déjà, quels sont les différents types d'assurance vie qu'on peut trouver ici aux États-Unis? Deuxièmement, faire le distinguo avec qu'est-ce qu'une assurance vie en France, parce que ce sont des instruments similaires dans certains points, mais également différents. On va voir évidemment les avantages et inconvénients. Troisièmement, comment optimiser ce que j'appellerais votre propre cash flow system, d'être beaucoup plus efficace dans votre stratégie patrimoniale et potentiellement le rôle de cette assurance vie là-dedans. Quatrièmement, comment se positionner de manière stratégique pour être en position de force, même en cas de baisse des marchés. On a eu une année assez difficile en 2022. On va voir déjà comment est-ce qu'on peut potentiellement tirer avantage de cette situation économique et également financière au niveau des investissements. C'est un instrument sur lequel on va pouvoir se baser également. Et enfin, comment une approche holistique, globale de la planification financière pourrait-elle avoir un impact positif pour augmenter ses revenus
de retraite. Donc, on va parler de phase d'accumulation et phase de retraite et potentiellement également phase successorale. Vous allez le voir, c'est le thème pour aujourd'hui. Donc, première question, quels sont les différents types d'assurance vie ici aux États-Unis? Il existe deux grandes catégories. Vous avez premièrement ce qu'on appelle le term insurance et deuxièmement ce que nous appelons le permanent life insurance. Le term insurance, c'est de l'assurance décès pure. C'est-à-dire que vous pouvez acheter un instrument sur une période donnée de 10 ans, ça peut être 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Vous allez payer une prime et en cas de décès, vous avez un capital qui part à vos bénéficiaires. Donc, l'objectif de cet instrument-là, c'est de protéger la famille en cas de décès prématuré. Il n'y a pas d'accumulation de richesse là-dedans. C'est simplement comme une assurance auto. Il y a un accident, dans ce cas-là, un décès, une prime ou un capital est versé aux bénéficiaires. Très simple à comprendre. Généralement, c'est recommandé, surtout si on commence à avoir une famille, qu'on a les enfants à charge, et d'avoir un montant d'assurance décès qui nous permette de protéger la famille en cas de décès, en cas de pépin, pour pouvoir continuer la famille, de soutenir le style de vie, de pouvoir mettre les enfants à l'école, à l'université, et d'assurer potentiellement une retraite également pour le conjoint ou la conjointe survivante. Voilà pourquoi on utilise du term insurance pour protéger la famille, en tout cas pour des montants élevés d'assurabilité pour un coût très restreint. Également, il existe des instruments qu'on appelle de permanent life insurance. C'est un instrument où on va pouvoir à la fois avoir une épargne qui va grandir à l'avenir et également une assurance décès qui est attachée et cette fois-ci à vie. Il y aura à un moment donné un décès et lors du décès, vous aurez un montant d'assurance décès qui ira à vos bénéficiaires puisque c'est pour la totalité de votre vie en tant qu'assuré. Donc, il existe 3 types de contrats qui vont en fait augmenter de manière différente, qui sont liés à un certain nombre de sous-jacents. Donc, le premier, c'est ce qu'on appelle le Universal Life Insurance, qui est généralement lié au taux d'intérêt. Alors, on utilise généralement ce type d'instrument-là pour une clientèle qu'on appelle plutôt aisée, et on met en place généralement ce qu'on appelle des Secondary Guarantees Universal Life Insurance Product. C'est parce qu'avec ce type d'instrument-là, c'est avec le minimum de dollars de prime, on peut acheter le maximum d'assurance décès, mais l'objectif n'est pas vraiment l'utilisation potentielle de l'épargne. C'est vraiment de maximiser l'assurance décès pour la succession. Donc, c'est très prisé pour notre clientèle qui aurait déjà plus de 26 millions de dollars d'actifs, parce que comme si vous avez un patrimoine à l'heure actuelle supérieur à 26 millions de dollars, vous êtes potentiellement au-dessus des exemptions. Et donc, à ce titre, ça permettrait de pouvoir payer des frais de succession avec des centimes pour des dollars de leverage grâce à l'assurance décès. Donc, généralement, c'est un petit peu réservé pour une clientèle, on va dire, aisée. Les Variable Life Insurance Contracts, ça vous permet d'avoir l'augmentation de vos contrats qui sont liés au marché financier. Alors, généralement, on n'utilise pas vraiment ce type d'instrument avec notre clientèle parce que généralement, si on veut aller sur les marchés financiers, on va le faire dans d'autres instruments. Ça peut être des instruments de retraite tels que les 401k, IRA ou autres, ou bien des comptes classiques d'investissement. Et on ne va pas combiner à la fois le marché financier et ces contrats d'assurance vie parce qu'un des problèmes qu'il y a là-dedans, c'est simplement, le coût d'assurance augmente également avec l'âge et donc il y a des risques, surtout en fin de vie, et donc des difficultés d'utiliser l'argent, surtout dans les dernières années de la vie. Donc, c'est généralement quelque chose qu'on n'utilise pas parce qu'il est difficile d'utilisation. Évidemment, il peut jouer un rôle, surtout si on aime marier les deux en même temps, mais avec notre clientèle, généralement, c'est un instrument que l'on n'utilise pas directement. On va avoir une stratégie holistique et on va gérer ce type de problématique avec différentes classes d'actifs. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle le Wealth Accumulation Life Insurance, qui est généralement lié à une compagnie mutuelle d'assurance très fondamentale. Il s'agit d'aller avec des compagnies qui ont plus de 160 ans d'existence, qui existent depuis la nuit des temps, on va dire, d'un point de vue du monde économique dans lequel nous connaissons, et se baser là-dessus, puisqu'on va récupérer des dividendes de compagnies mutuelles d'assurance. Et il faut savoir que ce type d'instruments-là ont toujours eu des dividendes en 160 ans d'existence, même en 1929, dans les guerres mondiales, en 2008, en pleine crise financière, bancaire
et économique, ce type d'instrument générait encore du 7% plus de dividendes, même quand les marchés financiers sont en difficulté. Donc, l'idée, c'est d'utiliser potentiellement ce type d'instrument, ce qu'on appelle le WALI, le Wealth Accumulation Life Insurance, qui peut jouer un rôle clé. On va voir ça dans notre gestion patrimoniale, et cela, que nous restions pour le reste de notre vie ici aux États-Unis, donc on rentrerait un jour en France ou ailleurs, peu importe où on habitera à l'avenir, on va garder nombreux des avantages financiers, fiscaux et légaux de ce type d'instrument-là. Donc voilà pour les différents types. On a 2 types, le Term Insurance et le Permanent Life Insurance. Voici. Avant que tu développes, Alexandre, je vais pas respecter la règle des questions à la fin parce que j'en ai une qui est très simple et autant la traiter maintenant parce que je pense que tu vas pas forcément développer. Une question de Lionel qui nous demande si vous souscrivez, en plus elle est facile à répondre, si vous souscrivez une assurance terme, une term insurance de 10 ans, ou d'ailleurs ça peut être 20 ans, 30 ans, peu importe, et que vous ne mourrez pas pendant ces 10 années, que se passe-t-il? Alors déjà, bravo. Déjà, c'est super. Ça, c'est cool. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Et après, je te laisse répondre parce que c'est simple. Absolument. En fait, vous avez votre argent que vous avez positionné est perdu, dans le sens où vous n'avez plus de couverture et vous avez perdu toutes vos primes d'assurance que vous avez payées pendant cette période-là. Mais tant mieux, c'est comme une assurance auto. On espère ne pas avoir à l'utiliser, mais en cas de pépin, elle est là pour se protéger contre ces risques-là. Donc, pourquoi est-ce que l'on a généralement ce type de contrat? Pourquoi est-ce que l'on a? C'est parce que généralement, si on veut un montant d'assurance décès adapté à notre famille, ça va être très compliqué de pouvoir se l'offrir en Permanent Life Insurance. Donc, c'est la combinaison à la fois d'avoir du Permanent Life Insurance et du Term Insurance qui fait qu'on a ce montant de confortabilité, de protection pour la famille. Par exemple, personnellement, j'ai 7 millions de dollars de couverture pour ma famille. Je n'ai pas 7 millions de dollars en permanent. J'ai une grosse partie en permanente et une petite partie qui me reste en term insurance. L'avantage également de mettre en place du term insurance, c'est qu'il est convertible à tout moment en un instrument de permanent life insurance. Et l'avantage de faire ça, c'est que quand vous mettez en place un instrument… Même la veille de… Exactement. En fait, voilà, absolument. Par exemple, de la fin du mis en contrat. place… exactement. En fait, moi, ce que j'avais fait quand j'étais, il y a maintenant 10 ans, j'ai mis en place un montant d'assurance décès de term insurance sur 10 ans et un autre montant sur 20 ans. Et pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Parce que je me suis dit, je vais mettre un montant d'assurabilité sur 10 ans sur lequel je suis moi-même confortable de potentiellement convertir dans les 10 prochaines années. Mais j'ai aussi pris sur 20 ans au cas où je suis encore en vie. Et deuxièmement, ce qui était le cas, la possibilité de convertir encore pour les 10 années suivantes. Donc, j'avais pris de l'assurance décès sur 10 ans et sur 20 ans. C'est ma 10e année. Et donc, je suis dans ma dernière année. Et ce que j'ai fait, j'ai fait ça il y a un mois, j'ai pu convertir la fin de la totalité de mes term insurance à 10 ans en permanent life insurance. Parce que tu es toujours en vie et c'est ça la meilleure des nouvelles. Exactement. Donc, en effet, j'ai perdu 10 ans de primes. Entre guillemets, perdu. En tout cas, tu as pris un risque qui n'est pas… Enfin, tu as parié sur un risque qui n'est pas arrivé. J'en suis ravi. Exactement. Et juste de mettre les choses en perspective, généralement, ce que l'on voit, c'est entre 5 et 8% de notre revenu brut doivent généralement être dépensés en instruments d'assurance. Et il y a 3 risques majeurs aux États-Unis. Il y a 12 façons de se protéger, mais 3 risques majeurs. 1, c'est un décès. 2, c'est un problème de santé. Et 3, c'est un procès. Donc déjà, avoir une umbrella policy, d'avoir une assurance médicale, une assurance aussi d'invalidité à long terme, potentiellement de long-term care, soit indépendance pour plus tard, mais également tout ce qui est lié au décès, donc d'avoir des documents testamentaires en place, mais également d'avoir son assurance décès, fait que ces trois choses qui puissent potentiellement avoir un impact dévastateur sur notre patrimoine is taken care of. C'est pris en charge et il faut compter entre 5 et 7% du revenu brut pour être complètement couvert de la manière la plus optimale aux États-Unis. À comprendre, on est dans un système aux États-Unis où on tient moins la main qu'en France et il s'agit de le faire de par nous-mêmes, de consacrer environ 5 à 8% de nos revenus bruts qui passeraient dans des instruments d'assurance pour s'assurer que le futur peut être couvert. En tout cas, notre système de cash flow soit couvert. On va en parler dans la question 3 de ce système de cash flow qui doit être couvert par justement un système de couverture pour qu'on puisse continuer à soutenir à nos besoins sur le long terme.
Écoute, je pense que Lionel ne s'attendait pas à une réponse aussi complète, mais merci pour lui et merci pour tout le monde. Comme ça, on a eu une question simple et une réponse complète. Je te Absolument. laisse reprendre. Bah, vas-y. Merci beaucoup, Romain. Et c'est vrai que le thème, hein, c'est l'assurance vie aujourd'hui. À USA France, on gère beaucoup plus de choses que cela. On a fait de nombreux autres différents webinaires ensemble, Romain, mais c'est toujours bon de rappeler les bases, hein, qu'il faut avoir, hein, ces autres couvertures que potentiellement l'assurance décès pure également. Très bien. Merci, Lionel. Passons, si vous le souhaitez, à la question numéro 2. Qu'est-ce qu'une assurance vie en France? Petit rappel, hein, c'est l'instrument chéri de la communauté française quand on est en France. C'est là où il y a le plus de liquidité. Donc, qu'est-ce que ce contrat d'assurance vie en France? C'est simplement un compte d'investissement avec des incitations fiscales. Donc, si vous gardez votre contrat à au moins 5 ans ou 8 ans, lorsque vous sortirez l'argent, vous allez éviter une potentielle imposition. Il y aurait toujours le CRG, CRDS, etc. Mais ça permet d'avoir des avantages fiscaux en termes d'accumulation et également de retrait des fonds si on le souhaite, mais également en cas de décès d'un point de vue successoral. En grosso modo, la succession en France se fait en ligne directe, en lignée de qui seraient les bénéficiaires du patrimoine, qui est complètement différent qu'aux États-Unis. Petit rappel de la succession en France, l'ensemble de votre patrimoine passerait dans ce qu'on appelle... vous aurez en fait 100 000 € d'exemption par enfant, puis après vous aurez une imposition entre 5 et 45% marginale, et sinon on peut passer à la succession, ce qu'on appelle sui generis, à travers un contrat d'assurance vie, où par enfant, les exemptions sont 152 000 €, puis une imposition de 20% pour les 700 000 € suivants, puis 31,25% au-delà. Donc ça permet également de pouvoir laisser en France de l'argent pour la génération future, avec plus d'exemptions et moins de fiscalité potentielle. Donc c'est un instrument qui aide à la fois à l'accumulation et l'utilisation du cash avec de l'imposition favorable, mais également en termes successoral. Mais attention, si vous êtes résident fiscal américain et que vous détenez des contrats d'assurance vie français, dans les contrats d'assurance vie en français, généralement, on peut mettre 2 types de choses. On peut mettre à la fois ce qu'on appelle du fonds euro, où on a des intérêts qui tombent. Évidemment, pas extrêmement sexy en ce moment. En plus, avec l'inflation que nous vivons, on est quasiment garanti de perdre en pouvoir d'achat si on est en fonds euros, mais au moins, on sécurise les fonds. Ou bien, on est en ce qu'on appelle en unité de compte, c'est-à-dire qu'on est investi sur les marchés financiers dans différentes possibilités de diversification mondiale de vos investissements. Et la plupart des cas, c'est considéré comme ce qu'on appelle du PFIC, du Passive Foreign Investment Company. Et à ce titre, la fiscalité peut être extrêmement douloureuse du côté américain, parce qu'évidemment, quand vous êtes résident fiscal américain, vous avez une fiscalité mondiale et donc vous êtes exposé à ce risque-là. Donc ça, je veux dire, l'imposition potentielle de ce type d'instrument français annihile potentiellement le risque que l'on aurait pris pour le rendement généré par la fiscalité punitive du côté américain. Donc, ce sont des choses à prendre en considération. On pourrait, dans un autre webinaire, Romain, si tu le souhaites, avoir quelque chose lié à nos solutions patrimoniales françaises en tant que résident fiscal américain, puisqu'il faut prendre en considération les implications financières, fiscales, légales, internationales. Et à ce titre, nous avons 4 options du côté français. Mais je pense qu'on pourrait avoir un webinaire dédié à cela également. Avec grand plaisir. Ouais. Donc, voici ce que c'est que le contrat d'assurance vie. Et évidemment, si vous êtes résident fiscal américain, attention. Question numéro 3. Comment optimiser votre cash flow system? Donc, rentrons dans le vif du sujet de la gestion patrimoniale. Donc, tout d'abord, comment créer une gestion patrimoniale optimisée? Déjà, quand on se lève le matin et qu'on veut créer de la valeur patrimoniale, nous n'avons que 3 options. Premièrement, il faut faire d'une longue épargne pendant une très longue période de temps. Si on laisse son cash à la banque, il faut 50, 100 ans pour pouvoir potentiellement doubler son argent avec les taux qu'on a à l'heure actuelle. Alors, à la limite, on peut trouver des choses un peu plus attractives en ce moment que l'année dernière. L'année dernière, si on avait du 1%, c'était génial. Maintenant, on peut trouver des choses autour des 3, 4, voire même proche de 5% garanties dans des instruments bancaires, par exemple. C'est faisable. Mais évidemment, il faudrait faire une longue épargne pour pouvoir avoir une valeur patrimoniale exponentielle. Les 2 autres manières, c'est simplement ce que j'appelle ownership, c'est-à-dire qu'on détient sa propre entreprise, ou on détient des parts d'une entreprise sur le marché privé ou sur le marché public, telles que des actions. Et dernièrement, c'est l'immobilier. Voilà. Il n'y a que 2 manières de créer la valeur patrimoniale exponentielle, it's ownership and real estate. Mais quand on commence à créer sa valeur patrimoniale, il s'agit d'être le plus efficace possible dans sa stratégie.
Et c'est ce que j'appelle créer un haut degré de vélocité patrimoniale. Alors, pour expliquer le mot de vélocité, je prends généralement l'exemple de la vélocité de la monnaie au niveau d'un pays. Et c'est simplement le ratio entre le PIB, la valeur de richesse créée par un pays, sur sa masse d'argent disponible. Et si j'assume que la masse d'argent disponible dans un pays est fixe, plus le PIB va être élevé et plus ça va être un indicateur assez intéressant pour savoir s'il y a une certaine vitalité au niveau du pays. Ça signifierait simplement que l'argent transitionne d'une poche d'entreprises et d'individus qui achètent et vendent des biens et des services, et il se passe quelque chose d'intéressant au niveau du pays. Et donc, évidemment, plus ce ratio est élevé et plus c'est intéressant. Nous, d'un point de vue granulaire, au niveau de notre stratégie patrimoniale, si on peut faire en sorte que chaque dollar qui est de côté est optimisé et qui va jouer potentiellement plusieurs rôles en même temps, eh ben on va démultiplier notre stratégie patrimoniale. Et donc, l'objectif, c'est de créer un haut degré de vélocité patrimoniale. Et donc, on va voir comment le faire. La manière, c'est de créer ce qu'on appelle un cash flow system le plus efficace possible. Pour ce faire, je vais faire un petit graphique pour illustrer mon point. Donc, quand on se lève le matin, on crée de la valeur patrimoniale, que j'appellerais cash creation. On a, par exemple, on a notre propre entreprise, on fait grandir la valeur de l'entreprise, ou bien simplement, on est employé et tous les 2 semaines, on reçoit un paycheck. On crée de la valeur patrimoniale en se levant le matin et allant travailler. Quand cet argent arrive, on va le capturer quelque part, ce que j'appellerais cash capture. On va le mettre dans une warehouse qui est généralement matérialisée par une banque. On va avoir un direct deposit, généralement, qui va directement sur notre compte bancaire. Et comme la banque ne génère pas grand-chose, on va essayer de trouver des solutions patrimoniales qui sont, par exemple, ce que j'appellerais, moi, cash flow creation, des solutions patrimoniales telles que l'immobilier, le marché financier, des solutions patrimoniales ou solutions alternatives et autres pour pouvoir créer des intérêts, des dividendes, des revenus et de créer un cercle vertueux pour qu'un jour, on souhaite potentiellement s'arrêter de travailler ou que notre patrimoine puisse prendre le relais et ne nous créer des revenus pour le reste de notre vie et de garder le style de vie pour le reste de notre vie. Et au-delà, c'est là où ce que j'appellerais cash protection rentre en jeu. On vient d'en discuter. C'est les 12 manières de pouvoir se protéger ici aux États-Unis, de pouvoir protéger notre système pour le reste de notre vie. 5 à 8% de notre revenu devrait être attitré à ce cash protection pour s'assurer que notre système puisse fonctionner à vie pour le reste de notre vie. Je pense que vous me suivez. Je pense, Romain, tu me suis également. Aucun problème. C'est logique comme graphique. Voilà. Aucun problème. Voilà comment est-ce qu'on réfléchit généralement de manière patrimoniale, qu'on le fasse personnellement ou à travers un professionnel. Mais ce qui est généralement omis dans la prise de décision patrimoniale, c'est l'optimisation de cette partie-là, de la partie cash capture. Et je ne parle pas de dire, je suis chez Wells Fargo ou je suis chez Ally Bank ou PNC Bank et ils me donnent un petit peu plus de taux d'intérêt sur un high yield savings account. C'est plus le sentiment de simplement, pour moi, il n'y a pas meilleure institution au monde qu'une banque dans la gestion opérationnelle de leur cash. C'est-à-dire que généralement, de manière grossière, comment fonctionne une banque? On va déposer de l'argent, on va être rémunéré, disons, entre 1 et 3% de par avoir déposé notre argent dans un saving account. Et pendant que cet argent est déposé, la banque va pouvoir prêter cet argent à quelqu'un d'autre, dans un prêt immobilier par exemple, entre 5 et 7%, et se marger sur la différence. De plus, on est dans un système qu'on appelle de fractional banking, où la banque peut ne pas simplement prêter $1 pour chaque dollar de dépôt, mais on peut en prêter 5, 10. On est plutôt dans les 15 en ce moment. On était jusqu'à 35 avant 2008. Maintenant, si on fait du x10, ils vont complètement multiplier leur rendement potentiel x10. Et donc, chaque fois qu'il y a $1 déposé à la banque ne va pas se croiser les doigts. Elle va mettre au travail ces liquidités-là pour pouvoir générer, évidemment, de la valeur monétaire. Donc, l'objectif, en tant qu'individu, c'est de pouvoir optimiser cette partie-là et potentiellement de créer sa propre banque familiale au niveau de notre foyer. C'est-à-dire de trouver une solution de dépôt d'argent et de financement de ses activités à rendement. Et de toutes les solutions patrimoniales que nous avons pu investiguer et à notre disposition à l'international, soit en France ou aux États-Unis, nous avons pu identifier un actif qui est un instrument d'assurance vie américain
basé ici aux États-Unis et qu'on appelle le Wealth Accumulation Life Insurance. Cet instrument-là va avoir un certain nombre de critères qui fait qu'il va jouer un rôle optimal pour jouer ce rôle de propre banque familiale où simplement on va pouvoir déposer de l'argent et celui-ci va nous permettre également de pouvoir financer nos activités à rendement derrière et ainsi de squeezer au maximum la banque parce que quand on a du cash à la banque, qui gagne de l'argent sur notre dos? Eh ben, c'est la banque. Et on veut la squeezer un maximum. On veut faire en sorte que chaque dollar qu'on met de côté puisse travailler pour nous et notre famille. Donc, c'est toujours important, en effet, d'avoir de l'argent à la banque. C'est généralement ce qu'on appelle les liquidités, d'avoir 6 à 12 mois de dépenses de côté, qui est confortable de générer entre 1 et 3% sur cet argent-là. On est confortable, c'est son rôle parce qu'on a la liquidité. Si on a un pépin demain, on peut faire face. Et dans ce cas-là, on va être confortable avec cela. Mais au-delà de cette confortabilité, de ce matelas de sécurité, cet argent-là va commencer à être mis au travail dans différentes classes d'actifs, l'immobilier, le financier, l'assurance vie, les marchés financiers, etc., les produits structurés et ainsi de suite. Mais cette fondation solide va être supplémentée, la fondation solide qui sont l'équité va être supplémentée par ce Wally qui va nous permettre d'avoir toujours des fondations solides parce que cet instrument-là est garanti d'augmenter. Donc, voici les 12 caractéristiques de cet instrument qui nous mettent en une position de force pour jouer ce rôle clé d'optimisation de notre cash flow system. Alors, premièrement, nous avons une assurance d'essai à l'instrument, on l'a vu. Un instrument de Permanent Life Insurance aux États-Unis a une valeur d'épargne, mais également une assurance d'essai. Pourquoi est-ce que c'est fondamental? Par exemple, moi, personnellement, qui avais commencé à faire du Wally il y a plus de 10 ans, l'assurance d'essai n'était pas forcément la raison numéro 1 pour laquelle j'ai mis en place ce type d'instrument, surtout que je n'avais pas d'enfant. Mais parce qu'il y a une assurance d'essai, il y aura un certain nombre d'avantages fiscaux liés à cela. Il faut savoir que c'est la niche fiscale numéro 1 aux États-Unis. Ce type d'instrument-là, ça existe depuis 1860. Les Rockefeller ont commencé à les utiliser dans les années 1870, 1880. Walt Disney l'a utilisé pour lancer Walt Disney. Président Biden en a pour 5 millions. C'est un instrument couramment utilisé par évidemment la communauté ici aux États-Unis. Mais en effet, il faut savoir déjà avoir un certain capital pour commencer à se poser ce type de questions-là. Hein. Pour rappel, ce n'est pas un instrument qui serait donné à tout le monde parce que, petit rappel, aux États-Unis, 60% de la population a moins de 25 000 $ de côté, dont 50% de la population ne peut pas faire face à une dépense imprévue de 400 $. C'est la réalité. Évidemment, dans ce cas-là, on ne pourra pas parler de n'importe quelle stratégie patrimoniale. On prend un petit peu de term insurance et puis on essaie de continuer à contribuer à la sécurité sociale et puis on aura potentiellement un paycheck à la retraite de la sécurité sociale, notamment américaine. Mais au-delà, si justement on a la capacité de pouvoir épargner, de créer de la valeur patrimoniale, c'est là où notamment ce type d'instrument-là va jouer un rôle clé et j'en fais la présentation évidemment aujourd'hui. Donc premièrement, on a une assurance d'essai qui nous permet d'être couvert day one et pour maintenant le reste de notre vie. Un jour, tant que le contrat est en vie, quelqu'un touchera l'épargne, à la fois l'épargne durant notre vivant, mais également il y aura une assurance d'essai qui est supérieure ou potentiellement égale, si on a plus de 99 ans, à l'épargne. Donc, on aura un montant supplémentaire d'assurance d'essai qui sera donné à nos bénéficiaires. De plus, quand on a de l'épargne dans ce type d'instrument, nous avons une liquidité et un contrôle de cet argent. Nous avons une croissance qui est garantie par contrat. Il n'y a absolument aucune année négative. C'est garanti d'augmenter pour le reste de notre vie. Puis, nous avons accès à la dividende, on en a parlé. Depuis 1860, il y a toujours eu des dividendes, même dans les grandes crises que nous avons pu connaître. En ce moment, les attentes de rendement sont entre 3 et 5% net de frais, net d'impôts, basés sur l'année dernière. Si ça veut dire que la Fed était à 1% de taux directeur. Maintenant, si la Fed continue à avoir des taux qui se rapprochent de 4 à 4,5 et va s'installer là-dessus, le type de rendement qu'on va pouvoir s'attendre de dividendes là-dessus sera plus proche des 7% net de frais, net d'impôts si la Fed conforte ses taux proches des 4%. C'est un très bon hedge contre l'inflation. Ce type d'instrument-là n'a pas pour objectif de pouvoir faire du 40% de rendement quand les taux d'intérêt sont proches de 4%. Ce n'est pas son rôle du tout. Ce sera potentiellement d'avoir un actif qui va pouvoir nous permettre de faire face à l'inflation sur le long terme. Nous avons 160 ans de data. On s'attend que cela soit également le cas pour les 160 années à venir.
il y a des avantages fiscaux. Dès que vous déposez $1 dedans, il n'y a plus jamais de fiscalité si c'est utilisé de manière optimale. C'est-à-dire que vous allez mettre un dollar qui est après impôt, comme si vous l'avez à la banque, vous avez déjà payé de l'impôt dessus, à la différence, par exemple, d'un 401k. Donc, vous mettez de l'argent qui vient de votre compte bancaire. Dès que vous le mettez là-dedans, il n'y a plus de fiscalité à la fois sur l'augmentation du contrat et son utilisation. Si on le fait de manière optimale, évidemment, je ne connais personne qui le ferait de manière non optimale. Donc, on va pouvoir utiliser cet argent de manière défiscalisée, peu importe où vous êtes dans le monde. Et ça, c'est absolument fondamental, que vous rentriez en France, que vous restiez aux États-Unis, que vous habitiez dans un autre pays. Dès que vous avez mis en place ce type d'instrument-là, vous allez garder nombreux avantages financiers, fiscaux et légaux, peu importe où vous êtes dans le monde derrière. Vous avez des hautes limites de contribution. C'est un contrat privé, personne n'a de regard dessus. Vous avez potentiellement la possibilité d'être protégé contre d'éventuels créditeurs ou en tant que banqueroute dans la majorité des États. Vous pouvez ajouter des options en cas d'invalidité où la compagnie d'assurance continuerait à payer votre contrat en cas d'invalidité ou bien et même en cas de soins dépendance. Vous pouvez potentiellement le savoir, si vous avez besoin d'aller dans des maisons médicalisées aux États-Unis, ça coûte en moyenne entre 11 et 15 000 $ par mois. Et ça augmente tous les ans de manière exponentielle. Donc, pour faire face potentiellement à ces dépenses futures, on pourrait, si on a mis une option, accéder à l'assurance décès en amont de son décès pour payer ses frais de long-term care qui sont très élevés ici aux États-Unis et qui fonctionneraient également en cas de retour en France pour les problématiques EHPAD qui sont bien moins élevés qu'aux États-Unis. On parlerait potentiellement de 3 à 5 000 par mois, mais évidemment, ça pourrait faire partie de votre planification financière de prévoir ce type de dépenses futures, bien évidemment. Là où les 3 derniers critères vont rentrer dans ce cadre d'optimisation de notre cash flow system, c'est grâce aux 3 derniers points que je vais mentionner. C'est notamment le fait que cet instrument est collatéralisable, qu'il a des options avantageuses de prêt et des options de remboursement de prêt avantageuses. Et ça, c'est fondamental. Revenons à mon premier graphique. Quand on se lève le matin, on crée de la valeur patrimoniale, on peut épargner de l'argent. Et au lieu de le mettre à la banque, l'idée, c'est de le mettre dans votre Wally, de positionner cet argent-là et de le faire augmenter, puisque celui-ci va augmenter de manière exponentielle pour le reste de notre vie. Il n'y a aucune année négative. Assumons, c'est 3 à 5 % net de frais net d'impôt, qui équivaut entre 4,5 et 6,5 % équivalent. Et cet argent va continuer à augmenter. C'est comme un hamster dans sa roue et qui continuerait à augmenter pour le reste de notre vie. En parallèle, on a accès directement avec la compagnie mutuelle d'assurance à un prêt par contrat. Généralement, les nouveaux contrats à l'heure actuelle sont à 5 %. Mais généralement, on peut aussi faire appel aux banques et par exemple, d'aller voir une banque et de leur demander ce qu'on appelle une IBLOC, Insurance Based Line of Credit, pour potentiellement avoir des taux plus attractifs. En ce moment, comme les taux d'intérêt ont bien augmenté, 5 %, c'est plutôt attractif. Si les taux d'intérêt, comme on l'a connu en début d'année dernière, on était plus proche d'une iBlock à 3 %. Maintenant, un prêt directement à la compagnie d'assurance à 5 % est plutôt attractif, puisqu'on peut emprunter à 5-6 % potentiellement sur l'immobilier. Là, on aurait vraiment des liquidités à disposition à des taux attractifs. Et pourquoi ces taux sont attractifs? Parce que si vous ne repayez pas votre prêt ou votre ligne de crédit, ils vont prendre la valeur de votre épargne. Vous pouvez accéder à 100 % de la valeur de votre épargne avec la compagnie d'assurance directement ou 95 % généralement à travers une banque. Donc, ça vous permet de garder la liquidité, donc d'avoir un instrument qui n'est jamais touché, qui augmente de manière exponentielle pour le reste de votre vie, tout en ayant cette liquidité mise à disposition pour vous et vous en faites ce que vous voulez. Évidemment, il y aurait un coût d'utiliser cette ligne de crédit, mais elle n'aurait un coût que sur le montant que vous utiliserez. Et pourquoi est-ce qu'on utiliserait cela? Par exemple, de pouvoir investir sur l'immobilier, par exemple, avec l'idée d'utiliser cet argent-là juste pour le down payment, pour l'apport du bien immobilier. Par exemple, les 20 % d'apport qui sont généralement communément ici pour éviter les PMI, ces frais d'assurance supplémentaires si le mortgage, le prêt immobilier est supérieur à 80 %. Donc, on veut généralement un apport de 20 %. Mais il faut vraiment comprendre que de manière optimale, quand on fait un investissement immobilier, on ne fait jamais l'apport en cash. Parce que si on fait l'apport en cash dans un bien immobilier, ce cash est maintenant bloqué dans les murs du bien immobilier. Il va jouer un seul rôle d'être dans le bien immobilier. Alors que si, par exemple, on a l'argent dans un actif qui, notamment, d'autant plus, est garanti d'augmenter et sur lequel nous est mis à disposition des liquidités pour faire ce dépôt d'argent,
Nous avons donc une première banque grâce à notre iBlock qui va positionner ces 20% d'apport et nous aurons toujours ces 80% ici de notre prêt immobilier pour que le prêt, que l'instrument d'investissement soit 100% leveragé, c'est-à-dire que les banques peuvent, elles, vous mettre à disposition de l'argent pour la construction de patrimoine de votre famille. Maintenant, vous avez plus d'argent à disposition pour démultiplier votre stratégie patrimoniale. C'est le même dollar qui vous positionnez à l'intérieur de votre lit qui va être utilisé une deuxième fois pour pouvoir démultiplier la stratégie patrimoniale, pour investir dans votre entreprise, pour payer l'éducation des enfants, etc. Une des choses, par exemple, de mettre en place, par exemple, des 529 plans pour payer l'éducation supérieure des enfants. Une des problématiques avec cela, c'est il faut que les enfants aillent dans une université accréditée par le gouvernement américain, sinon ça ne fonctionnerait pas à l'étranger. Ça, c'est un des gros problèmes que nous avons, nous, la communauté française aux États-Unis. Mais deuxièmement, lorsqu'on a ce type de plan et qu'on doit payer l'éducation, si on sort l'argent et qu'on le donne à l'université, cet argent sort à vie de notre patrimoine. Il sort sur ce qu'on appelle notre balance sheet de notre patrimoine, il est sorti. Et le compounding effect potentiel à vie de cet argent-là est terminé. Alors que si on garde cet argent au sein de notre patrimoine et qu'on utilise la ligne de crédit pour potentiellement payer les frais de scolarité, on continuerait à créer de la valeur patrimoniale exponentielle sur cette valeur qui ne serait pas sortie de notre patrimoine. Et après, on aura juste à simplement payer année après année capital et intérêt de cela pendant que l'on a l'augmentation garantie de ce type d'instrument-là. Et sur le long terme, le compounding effect est assez phénoménal. Romain, tu avais une question ? J'avais pas une question, mais je viens de faire tomber quelque chose. C'est pour ça que ça a fait du bruit. Mais en revanche, en revanche, Olivier a une question qui nous dit que ça semble très bien le Wally. Est-ce qu'il y a quelque chose derrière? Est-ce qu'il y a des frais importants, des fees importants? Est-ce que voilà, autant y répondre tout de suite puisque le Wally fait quand même partie est un élément très important de la stratégie que tu recommandes. Oui, absolument. C'est une très bonne question. Donc, en fait, il faut savoir que le point un petit peu difficile de l'instrument, c'est ce qu'on appelle, il y a deux phases de l'instrument. Il y a ce qu'on appelle le startup phase et puis le reste de notre vie. Le startup phase, c'est généralement 5 à 6 ans sur lequel, de la manière dans laquelle on va construire l'instrument, sur lequel on aura un petit peu moins d'argent que ce que l'on a mis dedans. Donc, généralement, la manière dans laquelle on construit cet instrument-là, le premier versement que l'on fait, on a accès à peu près entre 50 et 55% de ce qu'on a mis dedans. La deuxième année, 65, troisième année, 75, quatrième année, 85, 90, cinquième année, 90, 95%, et sixième année, on commence à avoir autant d'argent que ce qu'on a mis dedans. Et après, on a plus d'argent que ce qu'on a mis dedans pour le reste de notre vie. Quand on s'engage sur un Wally, on s'engage aussi sur à peu près une somme sur laquelle on est confortable de mettre. Sur lequel voilà, il faut s'engager d'une certaine manière. Donc, si par exemple, on part sur une prime, par exemple, de 10 000 $ par an, il faudrait s'engager à peu près à mettre 100 000 $ dans l'instrument en minimum 4-5 ans, en maximum 15 à 20 ans. On a une énorme flexibilité sur l'instrument, de savoir quand mettre, etc. Mais il faut savoir qu'on a un tout petit peu moins de liquidité les premières années. Parce que s'il y a un décès au premier jour, il y a un énorme effet de levier de l'assurance décès. Si par exemple quelqu'un a 30 ans et qui met 10 000 $ par an dans ce type d'instrument-là, il aurait day one 1 million de $ d'assurance décès et cette assurance décès va continuer également à augmenter en plus de l'épargne. Et donc, la compagnie d'assurance, elle ne peut pas vous donner 100% accès au cash day one et en plus une énorme assurance décès dès le premier jour. Donc, pour se hedger contre ce risque-là, il vous limite l'accès au cash les premières années. Sinon, on a du 3 à 5% de rendement net de frais, net d'impôt. Voilà ce que l'on a. Mais c'est juste que voilà, le seul catch, le seule difficulté de l'instrument, c'est d'avoir un tout petit peu de visibilité dans les premières années. Donc, soit quand vous allez mettre de l'argent dans ce type d'instrument-là, ça vient de votre capacité d'épargne, ou cumulé avec un redéploiement plus optimal de vos liquidités actuelles. Vous avez pas mal de cash à la banque, vous êtes au-delà de votre matelas de sécurité, vous pourriez redéployer des liquidités que vous avez en cash à la banque pour le mettre là-dedans et de garder votre matelas à 6 à 12 mois. Ou bien vous avez par exemple, et on va en parler dans une question supplémentaire, il faut savoir que le Wally, on vient de le voir, est un très bon substitut du cash à la banque, parce qu'on va garder une certaine liquidité. Mais c'est un très bon substitut également de ce qu'on appelle le fixed income, les obligations au niveau du portefeuille d'investissement. Parce que l'objectif d'avoir des obligations dans un portefeuille, c'est simplement de réduire la volatilité du portefeuille. Personne ne trouve ça fun d'avoir des obligations dans son portefeuille d'investissement. Parce que
quelle est la partie attractive d'un compte d'investissement? C'est simplement de bénéficier d'une augmentation des marchés financiers. Mais pour gérer le risque au niveau du portefeuille, dans une perspective qu'on appelle la théorie moderne du portefeuille, on va avoir plusieurs classes d'actifs et on met généralement des classes d'actifs qui ont moins de volatilité. Et à ce titre, on va potentiellement limiter la capacité d'augmentation du portefeuille. Si nous avons en parallèle ce Wally, qui va être un très bon substitut de cette partie-là, on va pouvoir se permettre, on a ce qu'on appelle la permission, de pouvoir avoir un portefeuille qui va, lui, être plus agressif que potentiellement notre tolérance, parce que notre capacité à prendre du risque nous le permet. Je prends un exemple très simple, vous avez 100 000 $, il y a 90 000 $ qui est complètement sécurisé avec un mix de cash et de Wally, et vous n'avez que 10 000 $ à investir. Même si vous êtes conservateur de nature, qui est par exemple le cas avec ma femme, si on fait un questionnaire de tolérance au risque, on est plus proche d'un 6 sur 10, 6 ou 7 sur 10, en termes de confort d'investissement, on est plutôt conservateur de nature. Et ben, en fait, nos investissements sont un 9, voire un 10 sur 10 sur notre 401k ou sur le compte d'investissement. Pourquoi? Parce que nous avons énormément les reins solides entre le cash à la banque et ce Wally, qui fait que, comme on a les reins solides, on peut se permettre d'aller chercher plus de rendement à côté, au-delà de notre tolérance au risque, et ainsi de démultiplier potentiellement les rendements sur un portefeuille qui est plus agressif sur le long terme. La grande différence entre un portefeuille où on va gérer le risque au niveau du portefeuille qu'un portefeuille où on est vraiment 100% agressif, c'est que l'expected return, le rendement attendu sur le long terme, sera beaucoup plus élevé sur un portefeuille qui est 100% agressif que si on gère le risque à l'intérieur, mais le risque, la gestion du risque a été outsourcée par cet instrument-là. Donc, c'est un très bon point. Donc, ça veut dire qu'il faut s'engager sur un certain montant sur lequel on est confortable, soit par notre assurabilité qu'on peut générer ce type de primes pendant les 3-4 prochaines années, et ou bien de redéployer des liquidités existantes pour pouvoir optimiser votre stratégie patrimoniale et votre cash flow system, tout simplement. Merci d'avoir répondu à cette question, Alexandre. Juste du fait que ça fait 10 ans au moins que tu es aux États-Unis, tu as dit le mot conservateur avec ta femme, et juste en français, on dit prudent. Voilà, c'est… Merci. Non, mais je dis ça pour les Français qui seraient surpris par l'utilisation de ce mot. En anglais, ça veut dire une sorte de prudence, d'aversion au risque. Voilà. Pour tout le monde, puisque ça fait le temps passe très vite lorsqu'on écoute Alexandre nous parler de ses sujets préférés qu'il maîtrise extrêmement bien. Ça fait déjà presque 45 minutes qu'on est là. Si vous avez besoin de partir pour une raison X, mais que vous souhaitez contacter Alexandre, je vous ai mis à tous un lien qui vous permet de prendre rendez-vous. Si vous cliquez dessus, vous allez pouvoir déclencher un rendez-vous, une prise de rendez-vous avec Alexandre pour continuer à poser des questions ou en savoir plus sur le sujet que vous préférez. Voilà, je te laisse reprendre, Alexandre. Absolument. Et n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On n'a pas de frais d'honoraires, en tout cas, pour se parler pour une première fois, de bien comprendre votre situation. Donc, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Ce sera avec plaisir de bien comprendre votre situation et vous accompagner dans vos problématiques patrimoniales. Avec plaisir. Très bien. Donc, continuons notre discussion. Donc, simplement, si on mettait en place ce Wally et qu'on n'utilisait pas l'optimisation, justement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez simplement une gestion passive en autopilote. Vous aurez donc des rendements qui sont soutenus, on en a parlé, qui sont ininterrompus et exponentiels. Et c'est pour ça qu'on appelle cela du true company growth. Il n'y a aucune année négative et c'est un très bon substitut du cash à la banque et des obligations. Mais faisons un exemple. Donc, si par exemple, vous commencez à mettre votre trésorerie dans votre Wally, que vous utilisez la ligne de crédit attachée ou le prêt pour pouvoir créer d'autres actifs, qui vont, eux, vous créer des revenus, que vous repositionnez dans le Wally, qui vous crée encore plus de dividendes, on va créer un cercle vertueux. Et qu'est-ce que l'on va capturer? On va capturer ce qu'on appelle ce coût d'opportunité. Parce que si vous positionnez votre argent dans le Wally et vous utilisez avec la ligne de crédit, la iBlock, pour utiliser cela dans le down payment, et vous utilisez ici le prêt immobilier que vous allez repayer et votre ligne de crédit, vous n'allez jamais perdre le temps de tout cet argent qui va augmenter de manière compounded, qui aurait été bloqué dans le bien immobilier. On va démultiplier les rendements. Et cela, ça veut dire aussi que si on a 2 rendements pour le prix d'un, on n'est pas obligé d'être super agressif. On peut être complètement prudent, non pas conservateur, on peut être complètement prudent dans notre investissement, mais comme on va doubler les possibilités de rendement, on va pouvoir être d'autant plus là où on souhaite être pour la retraite. On va répondre à la question 4 pour pouvoir avancer. Donc, comment se positionner stratégiquement pour être en position de force
en cas de baisse des marchés financiers. Cela sera valable en phase d'accumulation, mais également en phase de retraite. Donc, il s'agit de mettre en place et de monitorer une stratégie qu'on appelle à 2 vitesses. Alors, une première vitesse, on l'a vu ensemble, c'est d'avoir en permanence de l'argent sur le marché financier et immobilier. Pour rappel, il n'y a que 2 manières de créer de la valeur patrimoniale exponentielle, ownership and real estate. Ils sont là. L'objectif minimum de rendement à long terme, c'est du 7 à 8%. Si l'objectif n'est pas un minimum de 7 à 8%, ça ne sert à rien d'être investi dans ces classes d'actifs-là. D'autres classes d'actifs vont faire l'affaire, notamment le Wally, qui va vous générer entre 4,5 et 6,5% de rendement équivalent net de frais net d'impôt. Voilà. Ça ne sert à rien d'aller chercher ce type de rendement-là si l'objectif de rendement est inférieur à ce type de rendement sur le long terme. Mais ce sont des rendements qui sont linéaires, mais comme vous pouvez le voir sur l'écran, j'ai mis des vagues, puisque ça fait maintenant 35 ans qu'on est dans ce qu'on appelle le new normal. On est dans une situation économique et financière d'expansion, crash, expansion, crash, et ainsi de suite. Et il faut bien comprendre qu'au niveau de la gestion patrimoniale, un crash du marché financier n'est pas une mauvaise nouvelle. Ce n'est pas une bonne nouvelle, c'est simplement une nouvelle. Et il n'y a que les personnes qui n'ont pas de stratégie proactive en place qui sont potentiellement fullement heurtées par un crash du marché financier. Et pour ce faire, il s'agit d'être en position de force. Et pour l'être, il s'agit d'avoir cette deuxième vitesse. Une deuxième vitesse qui est non corrélée au marché financier immobilier et qui va nous permettre de gérer le risque de manière optimale, mais également de tirer avantage d'opportunités quand elles arrivent. Un actif qui est simple à comprendre, c'est d'avoir du cash à la banque. Ce que l'on a connu en 2020 ou en 2022, si vous avez des liquidités à la banque, vous n'avez pas perdu potentiellement d'argent sur les marchés. Mais potentiellement, il y a 2 risques fondamentaux en ce moment. Premièrement, c'est l'inflation. Vous avez du cash à la banque, vous perdez tous les jours avec l'inflation. Deuxièmement, pour rappel, quand on a du cash à la banque, qui gagne de l'argent sur notre dos? C'est la banque. Et on veut la squeeze au maximum. Exactement. Et c'est là où votre Wally rentre en jeu. C'est vraiment la fondation solide en bas, c'est le cash, 6 à 12 mois, et on rajoute une deuxième fondation solide, votre Wally. Et ces instruments-là ne seront pas statiques. On ne va pas juste le mettre en place et attendre du 3 à 5% de rendement pour le reste de votre vie. On va pouvoir utiliser ces liquidités-là quand on a des opportunités d'investissement. Il n'y a pas meilleur moment qu'un crash des marchés financiers immobiliers pour acquérir des instruments où leur valorisation est beaucoup plus attractive. Je vais juste prendre un exemple d'un petit peu de valorisation que vous connaissez un peu tous, par exemple Amazon, Facebook, Tesla, qui ont perdu entre 50 et 60% de leur valeur en 2022. Je n'ai aucune recommandation sur ces positions-là, mais ne serait-elle pas plus attractive d'acquérir maintenant qu'il y a un an? C'est une question à se poser. Mais comment est-ce qu'on peut le faire? Il faut avoir les liquidités pour le faire. Si on est déjà investi, on a déjà perdu cette valeur latente. Mais c'est pour ça qu'il s'agit d'avoir ces 2 vitesses. Et j'ai envie de dire, l'Américain moyen, quand on parle un petit peu autour de soi, comment est-ce que tu construis ton patrimoine, etc. L'Américain moyen, il max out son 401k, deuxièmement, il investit dans l'immobilier, repaye le prêt immobilier le plus rapidement possible. Il arrive proche de la soixantaine, dans la zone la plus dangereuse de toute la planification financière, qui sont les 5 années avant la retraite et les 5 années après la retraite, cette zone de 10 ans. Et s'il n'a pas cette deuxième vitesse-là, et qu'il y a un crash dans cette zone-là, il aurait pu être le meilleur gestionnaire pendant les 30 premières années de sa carrière. S'il arrivait un crash à ce moment-là, cette personne-là ne pourra jamais garder le style de vie pour le reste de sa vie. Si on perd 40-50% de cette valeur patrimoniale au moment le plus important, à 62 ans par exemple, et c'est pour ça que par défaut, qu'est-ce que font les gens sur leur 401k, dans leur portefeuille? Qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent la partie obligataire pour réduire la volatilité parce qu'ils ne peuvent pas s'offrir de perdre 40, 50, 60% de la valeur de leur portefeuille dans une short période. Et pourquoi ils font ça? C'est par défaut, parce qu'il n'y a aucune stratégie patrimoniale en place. C'est par défaut, je vais réduire la volatilité de mon portefeuille parce que je n'ai pas le choix. Oui, il n'y avait aucune stratégie en place. Si on a une stratégie proactive, notamment, juste de manière basique, une stratégie à 2 vitesses, si on a les reins solides à côté, on peut garder le cap de l'agressivité si on le souhaite. Puisque s'il y a une baisse de marché, oui, de manière latente, on aura une baisse des marchés, soit financiers et immobiliers, mais nous avons les liquidités pour tirer avantage de cette opportunité de marché. Alors, si je dois répondre à la question quand est-ce qu'on est au plus bas des marchés pour tirer avantage complètement de cette stratégie, la réponse à cette question, c'est j'en ai aucune idée. Je n'en sais rien, vous n'en savez rien, personne n'en sait rien. Sur les marchés, on aurait déjà pricé le rebond. Mais nous, en tant que conseiller financier, on va suivre et monitorer un certain nombre d'indicateurs qu'on appelle les current et lagging indicators.
En temps normal, on suit 20 indicateurs. En temps de forte volatilité à la baisse, nous en suivons 7, plus des indicateurs qu'on appelle conjoncturels. Les 4 indicateurs potentiellement conjoncturels que nous suivons à l'heure actuelle, en plus des autres indicateurs, c'est par exemple, je vais vous les donner, la manière dont les pays vont faire face au coronavirus, tel que la Chine. Deuxièmement, c'est la supply chain internationale. Troisièmement, la guerre en Ukraine. Et quatrièmement, l'inflation, et notamment l'inflation aux États-Unis. Si ces indicateurs commencent à s'adoucir, se remettre au vert, les choses, on a plus de visibilité, ce sont ce type d'indicateurs que nous allons suivre pour potentiellement à ce moment-là mettre en place une stratégie qu'on appelle de dollar cost averaging. C'est-à-dire, si on a une enveloppe, par exemple, de 100 000 $ à mettre au travail, on ne va pas la mettre d'un coup parce que personne ne sait si on est au plus bas et c'est le meilleur moment. Et au lieu de faire du guesswork, on va prendre une stratégie rationnelle qui est de, par exemple, mettre 10 000 $ par mois sur les 10 prochains mois et ainsi de tirer avantage de cette anomalie de marché et du rebond qui va suivre, tout simplement. On récupère un montant sur lequel on est confortable et on se repositionne et ainsi de suite. En tirant avantage de ces opportunités d'investissement à chaque fois qu'elles arrivent, et on n'a pas besoin d'être un devin, on est juste prêt. Et quand on a une belle clientèle texane, donc je prends toujours l'allégorie du gun qui est chargé et il est prêt à être dégainé et de tirer avantage d'opportunités. Nous sommes et nous serons pour le reste de notre vie toujours en position de force, que le marché augmente ou que le marché baisse. Si maintenant nous sommes en phase de retraite, imaginez qu'on ait 65 ans et qu'on ait ces 2 classes d'actifs, nous avons le Wally qui va augmenter avec son assurance décès attachée. Et ben, l'avantage, et on va le voir dans la question 5, c'est qu'on va maintenant avoir la permission de pouvoir dépenser ces actifs ici, à la fois le capital et les intérêts. Et pourquoi ? Parce que, on va le voir dans la question, parce qu'on a de l'argent qui nous attend plus tard. Mais si maintenant on dépense le capital et les intérêts, ce n'est pas parce qu'on prend sa retraite que le marché ne va pas potentiellement être en crash. Ce n'est pas parce que moi, Alexandre Quentin, je prends ma retraite que maintenant le marché sera toujours en hausse. C'est-à-dire que le marché va continuer à avoir ces vagues-là. Et ben, quand on est à la retraite et qu'on souhaite tirer une partie de son patrimoine, à la fois le capital et les intérêts du patrimoine accumulé, et ben, il s'agit de le tirer que quand on est en position de force. S'il y a une baisse des marchés, c'est le pire moment de sortir des actions parce qu'on va devoir vendre plus d'actions pour tirer le même montant d'argent pour garder le style de vie. Et ben, qu'est-ce que l'on va faire puisqu'on a cette stratégie à 2 vitesses ? On va freeze les actifs qui ont perdu de la valeur de manière latente. On va attendre le temps qu'il faut, 1 an, 2 ans, 3 ans sur cette valeur-là, et on va vivre des liquidités, elles, non corrélées. Du cash, du Wally, on va tirer de l'argent sur cette ligne-là, et on va simplement attendre d'être de nouveau en position de force pour retirer des liquidités, qui va considérablement augmenter la longévité de notre portefeuille et capacité de générer des revenus. Encore une fois, qu'on soit en phase d'accumulation ou en phase de retraite, une implication externe à notre planification financière, telle qu'un crash, ne devrait jamais avoir un impact décisif sur votre capacité de garder votre style de vie. C'est absolument fondamental. Alexandre, je t'interromps juste pour rappeler à tout le monde que, encore une fois, si vous aviez besoin de quitter maintenant parce que on essaye de tenir 1 heure, mais là, ça fait déjà 53 minutes. En tout cas, ce webinaire va être rediffusé sur le Funsec et vous serez prévenus dans nos newsletters pour trouver le lien et la revoir autant que vous voulez et au rythme que vous voulez. Mais il n'empêche qu'on va essayer, je te préviens quand même qu'on est à 53 minutes. Alors évidemment, on ne va pas couper lorsqu'on atteindra l'heure, mais essayons de rendre un format digeste, en tout cas. Absolument. Même en rediffusion. Il nous reste la dernière question, donc une dizaine de minutes, et puis on pourra avoir les dernières questions si vous le souhaitez aujourd'hui. Donc, avant que je réponde à cette prochaine question, puisque là, on va voir l'impact d'avoir une assurance vie américaine de type Wally dans une stratégie de retraite, mais faisons déjà un point sur les avantages en phase d'accumulation. C'est un très bon substitut du cash à la banque, la partie obligataire pour pouvoir être d'autant plus confortable sur les solutions patrimoniales à notre disposition, d'avoir les reins solides, d'avoir un actif qui est, lui, avec un certain nombre d'avantages fiscaux, que l'on reste aux États-Unis ou qu'on rentre un jour en France. Il y a cette flexibilité, cette portabilité, cette liquidité, la possibilité de se leverager également, de pouvoir faire travailler son argent 2 fois, et également de protéger la famille pour le reste de notre vie, à la fois en phase d'accumulation, mais également en phase de retraite. Voilà les avantages en phase d'accumulation. On va parler maintenant pourquoi est-ce qu'il est si fondamental également d'avoir cet instrument-là, même quand on part à la retraite. Et qui répondrait potentiellement à la question,
est-ce que j'ai quand même vraiment besoin d'avoir une assurance décès si je pars à la retraite et que les enfants sont déjà une partie depuis, ils sont indépendants maintenant, j'ai plus besoin d'assurer. Et ben on va voir que c'est absolument fondamental de garder une assurance décès, notamment permanente, parce que si vous avez l'assurance Term Insurance à l'âge de 70 ans, ça va vous coûter à bras et comme elle expire un jour, je vous souhaite qu'elle ne paye pas. Donc l'alternative, c'est d'avoir un instrument qui est évidemment permanent et qui paiera derrière, à la fois en phase d'utilisation des liquidités, mais également en cas de décès. En quelques mots, on va finir là-dessus, Romain. C'est comprendre déjà comment est-ce que stratégiquement cet instrument va jouer un rôle clé en phase de retraite. Donc déjà, premièrement, comprenons déjà la manière dans laquelle on a tous été éduqués d'une certaine manière d'un point de vue de la gestion de nos actifs, que j'appellerais une stratégie à la française. Donc premièrement, on va accumuler du patrimoine durant notre vie. On va se diversifier, on aura de l'immobilier, du financier, du cash à la banque, des 401k, sa propre entreprise. On aura accumulé de la valeur patrimoniale durant notre phase d'accumulation. Puis un jour, quelle que soit la définition de la retraite qu'on va se donner, on va souhaiter que notre patrimoine puisse prendre le relais et ainsi de pouvoir générer des revenus et, on l'espère, pour le reste de notre vie et à des niveaux sur lesquels on peut garder et se sentir confortable en termes de style de vie. Et ce qui restera sera donné à la génération future. Vous me suivez jusqu'à là? Tu me suis, Romain? Ouais, très bien. C'est la stratégie, déjà, qu'il faut comprendre que si vous êtes franco-français, vous habitez en France, c'est la meilleure stratégie à mettre en place. Il n'y a pas vraiment d'alternative. That's the way to go. Mes parents qui sont en France ont exactement cette stratégie-là. Ils sont maintenant retraités, jouissent de la sécurité sociale française, et ils ont un tout petit peu d'immobilier qui leur permet d'avoir des revenus supplémentaires et faire face à l'inflation en augmentant ses loyers potentiellement. Ils vont faire ça pour le reste de leur vie, et ce qui restera sera donné à la génération future à terme. La problématique de cette stratégie-là, c'est que c'est la plus risquée possible. Deuxièmement, ça va générer le moins de revenus, qu'on aura une fiscalité qui va rester tendue pour le reste de notre vie et qu'il faut se dire, est-ce que je vais dépenser plus d'argent pour moi, mais je vais laisser moins pour la génération future, ou je vais dépenser moins d'argent pour moi, mais je vais laisser plus pour la génération future. C'est difficile d'avoir le beurre et l'argent du beurre dans cette configuration. Et il faut savoir que qu'on le veuille ou non, quand on partira à la retraite, on va faire face à une vingtaine de risques. On en a listé 22, mais je vous ai mis à l'écran les 4 majeurs. Premièrement, c'est la longévité. C'est le risque le plus important à la retraite parce qu'on a la chance, nous, de potentiellement vivre 20 ans, potentiellement 30 ans, 40 ans à la retraite. Il y a 3 générations, ils vivaient peut-être 2-3 ans à la retraite et décédés. Ils travaillaient toute leur vie et décédés de par l'espérance de vie. On a la chance potentiellement de vivre une très longue retraite, et plus on est en vie, et plus ça va être un coefficient multiplicateur de tous les autres risques qui vont avoir un impact. Donc, deuxièmement, c'est l'inflation. J'en ai parlé depuis maintes années, maintenant on la sent, l'inflation. Avoir du 7, 8, 9% d'inflation, on le sent sur notre pouvoir d'achat. Évidemment, on va falloir faire face à l'inflation pour le reste de notre vie. Troisièmement, c'est la fiscalité. Il faut savoir qu'on est dans un bas historique ici aux États-Unis. On est à 37% au taux marginal supérieur. Il y a 3-4 ans, on était à 39,6%. Dans les années 70, on était à 70%. Dans les années 30-40, on était à 93% ici aux États-Unis sur le revenu. On est dans un bas historique. Avec l'augmentation galopante de la dette, ça fait un petit peu les news, de potentiellement de clore le ceiling de la dette au Congrès. On aura pas mal de news là-dessus. Mais on a une dette galopante sur laquelle il va falloir commencer à repayer le capital et les intérêts et donc potentiellement s'attendre à une augmentation des impôts à terme pour faire face à ce poids de la dette. Notamment. Donc, on peut s'attendre à une augmentation future de l'imposition. Évidemment, plus l'imposition est élevée et moins nous avons de capacité de jouir de notre argent. Et dernièrement, ce point numéro 4, c'est la volatilité. Premièrement, c'est le risque que l'on prend à générer ce type de rendement-là. Et deuxièmement, c'est l'ordre des rendements. On l'a vu ensemble, les 5 années avant la retraite et 5 années après la retraite, c'est la zone la plus dangereuse. S'il arrivait quoi que ce soit dans cette zone-là, on pourrait être en difficulté pour le reste de notre vie. Il vaut mieux faire face à un crash du marché financier à l'âge de 92 ans que à l'âge de 62 ans. Et deuxièmement, le risque en lui-même. Généralement, il était communément accepté de vivre sur 4% de ses revenus. Étant donné 4% de son patrimoine, 4% de son patrimoine était communément accepté comme plutôt safe, plutôt prudent, pour utiliser, merci Romain, ces mots-là. De par la volatilité que l'on connaît à l'heure actuelle, selon les nouvelles données, 2,81% est considéré maintenant comme le gold standard. Donc, pour avoir 99% de chances de succès, il ne faudrait pas prendre plus de 2,81% de revenus de notre patrimoine. C'est-à-dire que pour chaque $1 000 000 de côté,
on n'aurait que 2,81% de revenus. Alors, les taux d'intérêt ont augmenté, donc ça va évidemment augmenter ces chiffres-là. Mais l'année dernière, on parlait de 2,81. Donc, ça veut dire que 28 000 $ de revenus pour chaque million de dollars de côté. Il va falloir mettre des millions et des millions de dollars de côté pour avoir le style de vie assuré. Sur une base de 5%, la probabilité de succès était descendue à 70%. 70% de succès dans une stratégie patrimoniale. Si vous avez un vol pour Paris demain et vous avez 70% de chance d'arriver à destination, je ne suis pas sûr que vous rentrez dans le vol. Ce n'est pas vraiment une vraie stratégie patrimoniale sound and secure. Donc, voilà un petit peu ce qui nous attend. Si on reste dans une stratégie patrimoniale classique d'accumulation de richesse et de vivre des revenus du patrimoine, voilà ce que l'on a. Et donc, la probabilité de succès de cette stratégie à la française pour garder le style de vie pour le reste de notre vie et de faire face à cette vingtaine de risques, cette stratégie, on peut le dire, est vouée à l'échec. Elle est vaine. Je peux croiser les doigts autant que je veux pour mes parents pour garder leur style de vie. Ça va être extrêmement compliqué. L'avantage et l'opportunité que nous avons, c'est que nous sommes résidents fiscaux américains aujourd'hui. Que l'on repart dans 2 mois, dans 2 ans, dans 20 ans, qu'on reparte en France ou qu'on reste ici pour le reste de notre vie, nous avons l'opportunité aujourd'hui de changer la donne. Et ainsi, on va le voir ensemble, c'est l'opportunité de générer plus de revenus, payer moins d'impôts, prendre moins de risques et d'assurer sa succession. Et comment est-ce qu'on va le faire ? Eh bien, on va tirer avantage de ces 2 stratégies alternatives et complémentaires à la stratégie à la française. En anglais, la stratégie à la française, c'est ce qu'on appelle probability-based. On va rajouter une stratégie qu'on appelle de flooring et de bucketing. Qu'est-ce qu'une stratégie de flooring ? C'est la compréhension que dans notre vie, nous avons 2 types de dépenses. Nous avons les dépenses dites de base, qui nous permettent de nous loger, de nous nourrir, de nous vêtir. Et on a tous un chiffre sur lequel on se sent confortable aujourd'hui. Pour quelqu'un, ça peut être 3 000 $ par mois, pour quelqu'un d'autre 10 000, pour quelqu'un d'autre 20 000. Peu importe, c'est très personnel. On a ce chiffre, si ce chiffre rentre pour faire face à ces dépenses de base, on peut voir les choses venir. Le reste de nos revenus et potentiellement des dépenses supplémentaires, c'est ce qu'on appellerait les dépenses discrétionnaires. C'est le fun money, le paycheck. Et si on peut faire en sorte qu'on parte à la retraite et que nous avons des revenus cette fois-ci garantis pour le reste de notre vie sur ces dépenses de base, que rien ne puisse ébranler ces revenus garantis pour les dépenses de base, et bien pour le reste de notre patrimoine, on va se focaliser sur ce fun money. C'est ce concept qu'on appelle paycheck. On a le paycheck qui rentre pour le reste de notre vie et le reste de notre patrimoine va pouvoir être utilisé pour le playcheck, le fun money. Et c'est là où la deuxième stratégie complémentaire va entrer en jeu, ou la stratégie de bucketing. On va simplement dédier un certain nombre d'actifs à certaines phases de notre vie. Et je ne sais pas si vous étiez déjà posé la question de votre vie, à quoi ressemble la retraite, mais généralement, quand on pense à la retraite, de manière un petit peu naïve, c'est-à-dire qu'on n'a simplement pas, on n'avançait pas avancé sur le sujet, mais on pense à la retraite que d'une seule phase. J'ai la phase d'accumulation, puis j'ai la phase de retraite. Mais en fait, si on pense à la retraite, généralement, on va passer par 3 phases. La première phase, c'est ce qu'on appelle les go-go years. C'est-à-dire qu'on a la mobilité, la motricité, on a potentiellement de l'argent, on a les enfants, les petits-enfants, on souhaite voyager, on va probablement être dans une position où on va pouvoir dépenser de l'argent et on souhaite que ça puisse suivre. Et je touche le bois, j'espère que cette zone, ces go-go years vont durer le plus longtemps possible parce qu'on va garder l'énergie et on souhaite en profiter de la vie un maximum, on a bien travaillé, on souhaite être récompensé de notre travail et de vivre la vie qu'on souhaite avoir. Mais à un moment donné, on va commencer à perdre en mobilité, en motricité, it is what it is. On va se replonger un peu dans les livres, dans Netflix, lire un peu plus le French District. Et à ce titre, on va dépenser un peu moins d'argent. C'est la réalité. Et malheureusement, les dernières années de notre vie, on va simplement faire face à ce qu'on appelle les no-go years. Les pépins de santé vont malheureusement se développer, on va commencer à être alité. Et ainsi, les besoins de frais de santé et également potentiellement successoraux vont être nécessaires. Et donc, c'est simplement une courbe du sourire au niveau des dépenses. On va dépenser plus d'argent au début de notre retraite, puis un peu moins d'argent, et puis de nouveau plus d'argent. Et donc, si on peut déjà, dès maintenant, avoir une stratégie proactive, une vraie visibilité, une vision de ce que l'on va pouvoir mettre en place et qu'on va dédier certains actifs à certaines phases de notre vie, notamment de retraite, on va pouvoir changer la donne complètement sur cette partie de The Fun Money. Et je vais finir là-dessus, Romain, donc sur un graphique qui va illustrer mon point. Donc, pour ce faire, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Alors, je vais peut-être pas prendre du rouge, je vais peut-être prendre de l'orange. Alors, premièrement,
stratégie à la française. On a accumulé du patrimoine, on s'est diversifié, on a accumulé un patrimoine diversifié avec du financier, du real estate, de l'immobilier, on a du cash à la banque, on a des investissements, on a des 401k, on a créé un business, on a créé une valeur patrimoniale. Et puis, on va assumer que ça vaut $1 million. Peu importe, ça peut être 500 000, 1 million, 10 millions, peu importe. On va vivre des revenus du patrimoine. Assumons par exemple 5%. On va payer des impôts dessus. Assumons 20%. C'est-à-dire que pour chaque $1 million, on va générer 4% net, donc $40 000 de revenus. Et si on a un peu d'immobilier qui est payé, on va essayer d'augmenter les loyers pour faire face à l'inflation. On va faire ça pour le reste de notre vie. Stratégie à la française. On a vu que ça va être extrêmement compliqué de garder le style de vie, notamment à cause du premier risque qui est la longévité. Deuxièmement, c'est l'inflation. Troisièmement, c'est la taxation. Et quatrièmement, c'est le risque en lui-même de nos investissements pour garder le cap et de faire face à ces revenus futurs. Voici l'alternative à notre disposition. C'est au lieu d'avoir $1 million ici, l'idée c'est d'avoir que $800 000, donc 80%, et d'avoir 20%, donc $200 000, qui est dans un autre actif, qui est votre Wally. Mais celui-ci ne va pas... Voilà, il s'agit de l'avoir potentiellement mis en place en amont. Vous avez une augmentation et puis vous avez cette augmentation exponentielle qui va être couplée avec cette assurance d'essai. Si vous arrivez à l'âge de 100 ans, il n'y a plus d'effet de levier, ça va continuer à augmenter, disons 3 à 5% à ce moment-là, mais il n'y a plus d'effet de levier. C'est-à-dire que si vous décédiez entre maintenant, peu importe votre âge, et l'âge de 100 ans, il y aura plus d'argent que votre épargne disponible qui passera à vos bénéficiaires, que ce soit votre époux, épouse ou la génération future. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le death benefit, et ça, c'est le cash value, l'épargne disponible. Si on a $200 000 ici, eh ben, pour rappel, ce cash est liquide. Vous avez la possibilité de l'utiliser pour n'importe quelle raison, et notamment, on l'utiliserait si on est en phase de crash au niveau de nos autres investissements, pour qu'on puisse les freeze et vivre là-dessus en attendant. Mais l'idée stratégique, c'est que comme on a ces 3 critères de ce Wally, hein, c'est ce Wally ici, c'est le cash value qui est ici, il y a 3 critères notamment sur les 12 qu'on a vus. On a une garantie d'augmentation, on a des rendements qui sont soutenus, on va dire supérieurs à l'inflation sur le long terme, 3 à 5%, et c'est tax-free. Comme on a ces 3 critères-là, qui sont absolument fondamentaux, on peut se dire qu'entre le moment où on prend sa retraite, assumons 65 ans, peu importe l'âge, entre 65 ans et 85 ans, donc 20 ans plus tard, on va laisser courir de manière stratégique cet instrument-là, qui est garanti d'augmenter, de faire son petit bonhomme de chemin. Et 20 ans plus tard, ces $200 000, petit à petit, vont se transformer en $550 000. Et en cas de décès, on va laisser $750 000 tax-free au lieu de, par exemple, des $1 million dans une stratégie à la française qui partirait à la génération future. Là, l'avantage, c'est que le death benefit est tax-free également en cas de décès. Donc, on a $550 000 ici, tax-free qui nous attendent. Comme on a $550 000 tax-free qui nous attendent pour finir tranquillement nos vieux jours, ces $800 000 ici, on peut les utiliser à la française, on fait juste des intérêts du patrimoine, ou bien on a maintenant ce qu'on appelle la permission, ce qu'on appelle le permission slip, de pouvoir dépenser à la fois le capital et les intérêts de cet argent-là, parce que si on dépense la totalité de ce montant-là, il nous restera nos $550 000 pour tranquillement finir le jour à 85 ans, tax-free, et en cas de décès, $750 000 qui passeraient à la génération future. On a taking care of les slow-go/no-go years de notre vie. Et si c'est le cas, maintenant, nous avons un montant d'argent défini et un nombre d'années défini. Nous ne planifions plus maintenant avec ce montant-là sur un nombre d'années indéfini qui nous oblige à garder le patrimoine intact et juste vivre des intérêts. Nous avons maintenant une poche d'argent définie, un nombre d'années défini pour dépenser cet argent-là. Donc, si j'ai $800 000 sur 20 ans, 800 000 divisé par 20, si je fais ça de manière linéaire, ça me fait $40 000 par an sur le capital. Plus, évidemment, il faut que si j'assume que je génère du 4% sur mon patrimoine, j'assume que je génère du 4% sur ce patrimoine également. 4% de $800 000 la première année, ça fait 32 000 $ de revenus. Ce qui fait un total de $72 000 utilisés cette première année, comparé à 40 000. Sur 20 ans, ça fait 40 à 60% de revenus supplémentaires. La problématique de l'inflation est annihilée. Comme j'ai généré 40 à 60% de revenus supplémentaires, j'ai une inflation, très bien, j'y ai fait face. Deuxièmement, en termes de fiscalité, dans la stratégie numéro 1, j'aurais payé $10 000 en impôts pour le reste de ma vie. Tant que je suis en vie, je paye ces $10 000.
Dans la stratégie numéro 2, j'ai que 8 000 $ la première année à payer, parce que j'ai que 800 000 $ qui est taxable et à risque. Après 10 ans, j'ai plus que la moitié, donc j'ai plus que 4 000 à payer. Et après 20 ans, j'ai plus d'impôts à payer. Je me retrouve avec un actif complètement défiscalisé. Si je fais les maths sur les 20 premières années, 20 fois 10 000 dans la stratégie numéro 1, j'aurais payé 200 000 $ en impôts. Dans la stratégie numéro 2, 20 fois la moyenne, 20 fois 4 000, j'aurais payé que 80 000 $. Ça veut dire que j'ai réduit de 60% l'impact fiscal. Et si je suis encore en vie à l'âge de 85 ans, dans la stratégie numéro 1, je vais continuer à payer mes 10 000 $ par an. Alors que dans la stratégie numéro 2, je n'ai plus jamais $1 à sortir. Je suis complètement tax-free pour le reste de ma vie. J'ai au minimum réduit de 60% l'impact fiscal et d'autant plus. Donc, petit à petit, qu'est-ce que je vais annihiler? L'impact fiscal. Peu importe où vous habitez, peu importe où vos actifs sont situés. Vous avez moins en moins d'actifs qui génèrent des revenus, donc vous avez moins en moins de positions, peu importe où ils sont situés, peu importe où vous habitez. Et dernièrement, c'est le risque en lui-même. Déjà, on prend moins de risques dans cette zone fatidique qui sont les 5 années avant la retraite et les 5 années après la retraite. Et notamment, quels sont les actifs qu'on va dépenser en premier? Potentiellement, les actifs les plus risqués. Vos actions, vos stock options, puis vos obligations, puis potentiellement votre immobilier de rapport pour pouvoir potentiellement vous récupérer, vous retrouver dans une situation complètement sécurisée. Donc, on va prendre beaucoup moins de risques à la fois dans l'ordre des rendements et le risque en lui-même. Qu'est-ce qu'on a accompli avec juste cette stratégie de bucketing? On a généré plus de revenus, on a payé moins d'impôts, on a pris moins de risques, tout en assurant la succession. Et je vais finir là-dessus. À cela, on va coupler la stratégie de flowing. Donc, au lieu d'avoir 800 000 $ ici, on va avoir 600 000 $. On va rajouter l'autre actif, qui sont ces 200 000 $. Et cet autre actif, je vais juste le présenter ici parce que les 5 sources de revenus pour la stratégie de flooring sont la sécurité sociale française, les complémentaires de retraite françaises, les retraites américaines, les pension plans, si vous avez encore la chance d'être dans une compagnie, il y a 13% encore des compagnies aux États-Unis qui ont un pension pour leurs employés, c'est-à-dire que vous allez avoir des revenus garantis pour le reste de votre vie et la chance si vous l'avez, vous aurez encore cette partie-là, et également ce qu'on appelle des annuities. C'est ce qu'on appelle les rentes de revenus privatisées que vous pouvez prêter. Généralement, on utilise les 401K, les comptes de retraite qu'on transférait par exemple dans un IRA et on positionnerait ce qu'on appelle des capital annuities with income riders ou income annuity pour avoir des revenus garantis sur le reste de votre vie. Si par exemple, on assume que vous aviez 200 000 $ là-dedans, on peut avoir des revenus par exemple de 6% garantis à vie. Et donc, ça voudrait dire sur une base de 200 000 $, 12 000 $ par an, garantie à vie, donc 1 000 $ par mois, plus les revenus de sécurité sociale, on va assumer par exemple 35 000 $ par an. Donc, vous auriez par exemple 47 000 $ par an pour le reste de votre vie. Si votre chiffre à vous, personnellement, c'est d'avoir 4 000 $ par mois qui doivent tomber pour vous sentir confortable sur vos dépenses de base, vous les avez gérés avec votre stratégie de flooring, vous allez avoir ce paycheck qui va rentrer pour le reste de votre vie dans votre argent. Et maintenant, vous allez pouvoir faire face à l'inflation et de pouvoir utiliser le reste de votre patrimoine pour ce qu'on appelle le paycheck, le fun money. Et ainsi, quand vous aurez tout dépensé de ces 600 000 $ ici dans les 20 premières années, qu'est-ce qui vous restera? Encore 550 000 $ pour le fun money également, puisque vous avez encore 47 000 $ qui rentrent à vie pour le reste de votre vie. Et ces 550 000 $ pour simplement le fun money, si vous avez encore la capacité de le faire ou de faire face à ces dépenses d'EHPAD ou autres. Et vous allez assurer l'argent à la génération future grâce à l'assurance décès derrière. C'est donc la combinaison d'une stratégie de probability based, de flowing et de bucketing qui fait que vous allez être dans une stratégie optimale. Je conclus, Romain. Dernière slide. L'assurance vie aux États-Unis peut vous aider. 1. Protéger votre famille de manière optimale. 2. Constituer un patrimoine de manière fiscalement avantageuse. 3. Minimiser le risque de votre stratégie financière. 4. Utiliser votre valeur en espèces durant votre vivant. Tout ce qu'on a vu de manière à être proactive pour tirer avantage d'opportunités quand elles arrivent. 5e, de maximiser vos revenus de retraite. Et dernièrement, de transférer efficacement votre patrimoine à l'international, peu importe où vous serez à l'avenir. Voilà, Romain, ce que j'avais aujourd'hui pour répondre à cette question. Est-ce un actif indispensable à détenir? Évidemment, la réponse à cette question, je vous invite à la découvrir également parce que ça va être lié évidemment à votre patrimoine. N'hésitez pas à me contacter, de mettre un rendez-vous en place directement sur mon calendrier. Vous pouvez prendre votre téléphone et directement avoir accès à mon calendrier grâce au QR code ou au lien que Romain a gentiment mis dans le chat. Et ce sera avec plaisir de pouvoir faire un point sur votre situation et de voir si notamment le Wally
et ou d'autres actifs, puisque c'est évidemment un des actifs qui sont à notre disposition, soient adaptés à votre situation et de s'assurer que vous soyez en position de force, non pas que maintenant, mais pour le reste de votre vie. Et si vous voulez continuer à échanger avec Alexandre et que vous avez raté, comme moi, le moment où il fallait faire un screenshot de son dernier schéma, Le une sorte de voici. tableau, voilà, tableau d'art contemporain, faites vite un screenshot. N'hésitez pas à nous contacter, à contacter le Funstrick, on vous donnera les coordonnées d'Alexandre, évidemment. Alors, rapidement, on a deux questions qui sont assez intéressantes. On a une question d'un utilisateur qui s'appelle ST, qui nous demande combien de temps faut-il compter entre la mise en place des e-blocs et un projet d'achat IMO. Alors, mais je sais que tu ne peux pas y répondre simplement, mais je t'écoute. Quand on met en place une e-bloc, généralement la banque, ça lui prend 2 semaines et demie à 3 semaines pour que la ligne soit en place, basée sur la valeur de l'épargne que vous avez. En l'espace d'une semaine, avec le prêt qui est disponible à partir de la compagnie d'assurance, c'est en l'espace d'une semaine, le cash est sur le compte courant et on est en position de force pour mettre ce down payment. Bon, ben, en fait, c'est très simple. Une question de Roy, R. Roy, qui nous demande, je ne sais pas à quel moment il a posé ça, est-ce que le cash est garanti? Alors, je ne sais pas. Mais, Absolument. C'est bah voilà. évidemment l'avantage. Le cash est garanti et il n'y a aucune négative. Le cash est continue à augmenter. La seule chose à s'assurer, c'est que le contrat soit viable, c'est que le contrat soit en vie. Si vous arrêtez le contrat, bah oui, en effet, la question ne se pose pas. Mais tant que le contrat est en vie, le cash est garanti d'augmenter. Il est garanti par la compagnie mutuelle d'assurance. Il y a un certain nombre aussi de garanties derrière. De la même manière que le cash est garanti FDIC insured au niveau fédéral, ce cash est également garanti par les États, parce que c'est comme ça que ça fonctionne au niveau des assurances. Donc, il y a aussi, pour les mêmes montants, c'est garanti également derrière, mais nous allons uniquement avec des compagnies mutuelles d'assurance. Il existe plus de 4000 compagnies d'assurance aux États-Unis. On va aller dans le top 5 des compagnies les plus sécurisées aux États-Unis. Ce n'est pas quelque chose avec lequel on va rigoler. Ensuite, on a une question qui est de Catherine. Est-ce que tu prends en compte aussi, est-ce que tu t'occupes aussi, je reprends son terme, de fiscalité belge et allemande? Alors, on a cette compréhension internationale. Toutes les prises de décision que l'on va prendre prendraient en considération les implications externes. Nous travaillons avec des CPA qui sont potentiellement cette compréhension allemande ou belge, ou même des avocats fiscalistes. Donc, on a tout déjà. L'Allemagne et le Belgique, ça rentre très bien. Après, on n'a pas tous les pays du monde, mais si on doit s'associer avec des partenaires, on le ferait pour vraiment mettre en place une stratégie qui soit holistique et internationale. On se spécialisait notamment là-dedans, des implications à la fois de ce que l'on met en place aux États-Unis, mais ce que vous avez déjà à l'étranger et des implications financières, fiscales, légales, internationales. Donc, l'Allemagne et la Belgique fonctionneraient. Si vous avez des pays un peu plus exotiques, on pourrait potentiellement s'associer avec des partenaires pour pouvoir comprendre ces problématiques. Lionel pose une question finalement très intéressante qui est à partir de quel montant de liquidité disponible, il parle des siennes évidemment ou potentiellement, conseillez-vous à un Français vivant aux États-Unis de vous contacter, donc toi, de te contacter pour travailler avec ta société USA France Financials, pardon. Voilà. Est-ce qu'il faut un minimum d'argent? Est-ce qu'il faut être très riche pour te contacter? Est-ce qu'il faut… Pardon. C'est une excellente question. Je pense qu'on a créé USA France Financials avec le motto d'aider l'ensemble de la communauté française. Donc, alors, la réponse est non, il n'y a pas besoin de minimum. Je pense que déjà, voilà, d'avoir un tout petit peu de cash de côté, que si vous nous contactez et que vous avez zéro cash à la banque de côté, et que votre matelas de sécurité n'est pas encore mis en place, nos recommandations vont être très rapides. C'est déjà d'assurer un certain nombre de choses en cas, si vous avez déjà des enfants en bas âge, dans les documents testamentaires, d'avoir l'assurance décès, la validité nécessaire, d'avoir l'umbrella policy si vous conduisez une voiture en plus de l'assurance auto, etc. On va vous prescrire les recommandations de base, puis s'assurer que vous ayez les liquidités de côté, 6 à 12 mois de côté. Et là, on va pouvoir commencer à regarder des options à moyen long terme qui soient adaptées. Mais on n'a pas de minimum vraiment d'investissement parce que par défaut, on veut aider l'ensemble de la communauté française. On a un département gestion de fortune pour notre clientèle très aisée, supérieure à 26 millions de dollars, etc. Mais on a des clients qui ont 120 millions de dollars de patrimoine et on a d'autres personnes qui commencent leur gestion de patrimoine avec 50 000 dollars et commencent quelque part. Tout à fait. Et il y a des produits pour tout le monde, si je dirais. Absolument.
Voilà. Et une dernière question, enfin une dernière remarque, question de Judith qui nous dit, mais quelque part tu l'as fait dans ton dernier exemple, serait-il possible d'avoir un exemple chiffré théorique en suivant l'exemple dont tu parles que se passe-t-il si on le met dans un Wally et comment ça marche après 6 ans de placement? Le mieux, je crois que tu en as parlé, Oui, et puis voilà. je vous invite à prendre rendez-vous. Et Et là, on va voilà, et c'est rentrer dans les surtout ça. détails. Voilà, Exactement. exactement. De toute façon, là, c'est vraiment, là, on est dans le cadre où l'objectif aujourd'hui, c'était vraiment justement de vous permettre d'avoir un maximum d'informations sur vos possibilités et des différentes stratégies à votre situation. On a parlé de cash flow system, on a parlé d'optimisation des revenus de retraite, de minimiser, on a parlé de tout ça aujourd'hui. J'espère que je vous ai apporté une belle valeur ajoutée. Et si vous souhaitez rentrer dans les détails de votre stratégie patrimoniale, mais n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous, qu'on prenne un moment ensemble, de bien comprendre ce que vous souhaitez accomplir. Bon, et Et je on en rappelle que reparlera. prendre un rendez-vous avec toi et d'évaluer les options, c'est gratuit, évidemment. Exactement. On en discute. Enfin, tu en discutes avec la Absolument. personne, voilà. Absolument. Et c'est pas, voilà, il n'y a aucun risque. On peut être très conservateur, prudent et quand même contacter Alexandre. Voilà, ça coûte rien. Au contraire même. Merci beaucoup Alexandre pour ton temps et de nous avoir préparé cette démonstration, ces explications en tout cas particulièrement intéressantes. Et une fois de plus, on va se revoir très bientôt pour parler d'autres sujets, d'autres domaines de la gestion patrimoniale et je suis sûr que ça va intéresser tout le monde. Je rappelle à tout le monde que vous pouvez revoir cette vidéo sur le Finance District et vous aurez sûrement l'occasion de la découvrir ou de la redécouvrir si vous voulez en savoir plus. Et n'hésitez pas à contacter ce qui est le mot d'ordre un peu, Alexandre, si vous voulez en savoir plus. Merci beaucoup, Alexandre. Merci tout le monde d'avoir assisté. C'était très sympa de voir que tous les gens qui sont entrés sont restés jusqu'à la fin, ou quasiment tous. Et ça prouve que ce que vous avez entendu était intéressant pour vous. Et ça, c'est sympa. Merci, Alexandre. À bientôt, tout le À monde. très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.